Dans cet épisode de Au-delà des frontières, nous irons au-delà de l'amour et de l'union avec le couple Marc Chénier et Brigitte Paquette. Ils nous racontent comment leur coup de foudre s'est transformé en une belle histoire d'amour qui dure depuis plus de 25 ans. Bienvenue à cet épisode de Au-delà des frontières. Cette fois-ci, on va aller au-delà des frontières de l'amour et de l'union. Et vous savez que moi, deux sujets me tiennent particulièrement à cœur, la spiritualité et l'amour. Avec moi, un couple que j'aime beaucoup, je pourrais me permettre de le dire. On a Brigitte Paquette et aussi Marc Chénier qui ont accepté de nous partager, de nous faire vivre leur histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. Et première des choses que j'ai envie de vous poser comme question, c'est vous ramener plus de 20 ans en arrière, la première rencontre, la première journée que vous êtes vus, c'était où? C'est au travail. Vous travaillez ensemble? On ne travaillait pas ensemble. OK. Brigitte était la fille du propriétaire pour lequel je faisais un mandat professionnel. OK. Et moi, j'étais sur place. Et évidemment, papa m'a référé à Brigitte pour obtenir de l'information financière. Okay. Et je me suis approché de Brigitte. Mais à l'époque, j'étais déjà en couple, donc je voyais pas il n'y avait pas d'avance qui s'est fait ou quoi que ce soit. Mais quand on rencontre l'âme sœur, l'âme le sait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai poussé ma chaise, hein. C'est une chaise de bureau roulante. Tu t'es avec une chaise. Oui, et voilà, j'ai approché Brigitte avec la chaise. Et j'ai senti à ce moment-là un élément d'énergie, puis là, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, sans vraiment comprendre. C'est ça. Mais de regarder le visage de Brigitte, là, je venais de comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a une flamme qui venait de... Est-ce que tu l'as ressenti au même moment aussi, Brigitte? Oui, c'est drôle parce qu'on est allé au Mexique par après, puis on se racontait les détails de ce moment-là. Seigneur. Puis c'est les deux en même temps. Ça n'aurait pas pu naître si ça n'aurait pas été les deux en même temps. Mais oui, c'est ça qui est arrivé. Oui. Est-ce qu'il y a C'est 25 ans. 25 ans. Est-ce qu'il y a je vais dire une anecdote particulière de cette journée-là ou un souvenir particulier que vous retenez? Peut-être, Marc, toi, est-ce que tu en as de cette journée? Ça a été une rencontre difficile avec le propriétaire, son père, de l'entreprise. Donc, une rencontre difficile dans le sens que mon mandat était un mandat difficile aussi. Donc, il y avait beaucoup de stress. Il y avait mon partenaire d'affaires qui était avec moi à ce moment-là, Raymond. Et puis, bien évidemment, quand on a le stress, on perd un peu la périphérie. On est vraiment concentré sur un seul élément. On cherche à bien faire notre mandat. Puis tout à coup, cet élément de surprise-là arrive. Puis là, on est complètement déboussolé. On perd notre concentration. On ne sait plus comment les choses se passent. On ne sait plus où... Pendant quelques secondes, là, ça devient... Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Puis c'est tout ce qu'on se souvient de ce moment-là. Il y a plusieurs souvenirs qui ont suivi par la suite, mais à ce moment-là, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, on peut dire que c'était concret, mais au moment où on le vit, on ne sait pas vraiment ce qui nous arrive. Puis on perd un peu la notion du temps. Et le temps s'est arrêté pendant quelques secondes. Puis il n'y avait plus rien d'important tout à coup. Plus rien importait. Aujourd'hui, là, je vais vraiment aller à la quête d'informations parce que je suis sûre que ça pourrait aider les personnes qui vont regarder ça. Donc, on repart 25 ans en arrière, on se rend compte qu'à ces journées-là, il y a une connexion de vous. Mais quand on parle de connexion qu'on ressent, ça ne veut pas automatiquement dire qu'on doit se mettre ensemble maintenant. Non. Exact. Et ça vous a pris combien de temps à tous les deux? 3 semaines. Oui. Je sens que ça sera une très belle émission. 3 semaines bien comptées. Alors, 3 semaines, ouais. Qui on a parlé en premier? Est-ce que tu veux qu'on apprenne à se connaître un peu plus? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est... Ah, ça s'est pas fait comme ça. Hein? On est allés souper ensemble. Ah, OK. Tu m'as invité à une conférence. Oui. Puis je sentais que c'était un genre de coup monté. Je sentais que... C'était un 5 à 6. Oui, puis on s'était dit, en chemin, j'ai dit, c'est tout à fait approprié. Hein? Parce qu'on ne sait toujours pas, il n'y a pas eu d'avance qui s'est fait, il n'y a rien de... Mais la connexion existe toujours. Oui. Et puis... Fait que rendu au 5 à 7, là, c'est des papillons quand on se voit. Hein? Parce que la connexion s'est faite quelques jours avant. Puis après ça, tu m'as invité à souper. Oui. Bien, le soir même de l'invitation du congrès,
la conférence. Oui. Il y a eu la soirée, donc on est resté à souper pour la soirée. Puis par la suite, je devais te ramener à la maison, puis je t'ai dit, je t'amène voir un de mes clients. Oui, Puis c'est ce vrai. client-là c'est avait vrai. un bar OK. avec chansonnier et tout. Fait qu'on on s'est rendu sur place. Puis mais évidemment, moi, on a été traités comme, Des rois. Comme des rois. des VIP, finalement, parce que je connaissais bien le propriétaire. Et puis, de fil en aiguille, je jasais avec le propriétaire, puis la soirée avançait. Puis là, je réalisais que Brigitte voulait rester, qu'elle n'était pas encline à vouloir partir tout de suite. Donc, on a continué la conversation, les trois ensemble avec le propriétaire. Et tout à coup, il y a eu un slow qui s'est joué. La première vrai. danse. Et là, j'ai demandé à Brigitte, serais-tu intéressée? bien vrai. Il faut dire que le propriétaire, qui s'appelait Denis à l'époque, ben, il s'appelle toujours Denis aujourd'hui, mais à l'époque, Denis il tape le genou et il dit allez, allez. Il t'encourageait? Puis, ben, elle a le béguin pour toi. Tu sais, moi, j'étais plutôt. Oui, bon, on veut pas. C'est une relation professionnelle. Il faut placer les choses telles qu'elles sont. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, ça a été la première danse. D'ailleurs, c'est le toucher. Le toucher a comblé tout le reste. Oui. Là, vraiment, à partir de ce moment-là, vraiment, ça a été l'enlisement. Une évidence, en fait. Oui. 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 Et qu'est-ce qui, Brigitte, j'ai envie de te demander, ça c'est une question que j'avais prévu de poser, qu'est-ce qui t'a fait craquer selon toi chez Marc les premiers instants? Wow! La pétine. Non, non. Honnêtement, ses yeux, son respect, la façon dont il prend soin de l'autre personne, ces petits détails-là, ça a tout fait un tout, puis ça m'a fait flancher. Oui. Et toi, Marc? Ouf, plusieurs gestes. Ouais, la façon de. Le regard. Quand on sent que quelqu'un nous aime, on sent que c'est authentique, on sent que c'est naturel. Puis tout à coup, ça vient de soi. On se sent meilleur. On se sent devenir quelqu'un d'autre, de mieux. Puis cette sensation-là, tu ne veux plus jamais la perdre. Donc, le regard, le rire, Brigitte, elle a un rire très communicateur. Donc, son rire, évidemment, est très attirant. Son côté calme, posé, son sourire, ses éléments, son écoute. On écoute. Les gens, les purs étrangers, ils viennent pas me voir. Ils viennent parler, voir oui. Brigitte, puis ils parlent à Brigitte. Fait qu'à un moment donné, elle peut partir en conférence. Là, on est en conférence dans une salle, là, puis Brigitte est partie à l'extérieur prendre l'air. Puis on se demande ce qui se passe après une quinzaine de minutes. On va voir si tout va bien. Puis il y a plein de gens autour d'elle. Puis il y a toujours 2-3 personnes qui sont en grande conversation. Ils leur expliquent leur vie. Puis ça, pour moi, c'était complètement nouveau. On ne fait pas ça d'habitude. Des purs étrangers, mais Brigitte attire les gens de cette façon. Les gens, c'est ça. C'est que cette attirance-là, on la ressent tout de suite. Donc tous les avantages, tout ce qui est positif, hein, toute la belle énergie, on la ressent quand les âmes sont connectées. Ah, c'est Et tellement puis- beau qu'est-ce que vous partagez là. Puis, ce genre de sensation-là, pour moi, il y a d'autres personnes qui n'y survivent pas parce que ça peut faire peur en même temps. C'est tellement là, c'est tellement fort que souvent, il y a certaines personnes qui vont se dire non, c'est pas pour moi, c'est peut-être non, je sens le danger parce que j'ai pas le contrôle. Comment vous avez réussi à lâcher prise pour se dire ok, adviendra ce qui adviendra. On est parti en vacances. Ok. Puis Marc a dit au retour, soit qu'on continue ensemble dans la même maison ou on peut continuer sans être dans la même maison. Ok. Alors, en revenant, on était dans la même maison. Et Et le après, tout pour le tout. Après combien de temps 3 semaines. Après vraiment 3 semaines. Oui, après 3 semaines, on est parti en vacances. Quand on est revenu, on habitait ensemble. Les vacances, je pense que c'est des vacances dans le sud. On est seuls, ensemble. Après 2 semaines dans le sud, On seuls apprend à ensemble. mieux se connaître, là, tous les deux. On va apprendre à se connaître, hein, puis on va voir s'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais moi, je n'avais pas exprimé ça à Brigitte dans le sens, tu n'as pas le choix, tu dois venir vivre Non, avec non, moi. non, 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 C'était absolument plus pas. dans le sens, voici mes plans. Voici comment moi, je suis en train de réorganiser ma vie.
tu en fais partie, mais il y a deux pans, disons, il y a deux images que j'ai en tête, celle où on vit tous les jours ensemble, ou celle où on apprend à se connaître davantage, puis on y va comme le vent nous pousse. Puis finalement, Brigitte a dit, moi, je préfère aller dans le sens du vent, et puis de s'en venir directement avec toi. Puis, mais ça n'a pas été facile. La question, ça a pris du temps. Je pose la question dans la piscine. Il faisait chaud, on était bien. Ça a pris oui, 3 semaines. Ça n'a pas été le premier jour. Non. Oui. Mais quand même, là, c'était une grosse décision. Et puis, déjà, même à la base, pour se mettre en couple, je me dis, c'est une grosse décision qu'on prend de se mettre en couple avec quelqu'un. Mais c'est aussi la peur qui les retienne. Parce qu'un coup que tu ressens cet amour-là, tu veux plus la laisser partir. Fait que si tu as le choix d'apprendre à grandir pour ensemble ou d'évoluer ensemble, ça devient plus facile de dire, OK, on essaie. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne fonctionne pas, mais tout à coup que ça fonctionne. Il faut toujours avoir cet esprit positif-là. C'est ce que tu disais. Puis on n'avait pas eu positif chez toi. On n'avait pas eu de malchance en amour avant ça. Je pense que on avait eu... tu as été en couple avec d'autres, moi aussi. Donc, on avait une certaine maturité, une expérience. Oui, ça aide aussi. Et ça aide énormément. Puis, on n'avait pas eu nécessairement de très mauvaises expériences. Donc, on n'était pas réticents à tenter de bâtir une nouvelle vie avec une autre personne. Mais la communication, la facilité qu'on avait de pouvoir communiquer ensemble, puis c'est encore la clé aujourd'hui. Oui. Puis comment est-ce qu'on appelle ça? La complicité. Elle est toujours demeurée dès le premier moment. Donc, on a pu rire ensemble, pleurer ensemble, se battre ensemble. Et je pense qu'on être frustrés ensemble. On se chicane jamais. On agace les enfants souvent. On leur dit, OK, on va avoir une dispute, là. Ça ne sera pas très long. On chicane? Oui. C'est beau, c'est réglé? Oui. Là, on leur dit, c'est fini. C'est arrivé une fois dans 25 ans. Je pense qu'on s'est chicané vraiment d'une manière très solide. Puis on avait les deux raisons. C'est probablement parce que c'est un match. Là, on parle beaucoup de compatibilité. Je vais vous garder avec moi, on va faire une pause. Et juste après, j'aimerais qu'on puisse parler de ces caractères-là, selon vous, qui permettent de bâtir un couple solide. Parce que je pense que c'est là qu'on est rendu. Je vous garde avec moi et vous-même d'ailleurs. On revient juste après la pause. Vous regardez Au-delà des frontières de l'amour et de l'union. De retour à Au-delà des frontières de l'amour et de l'union, je suis toujours avec Marc Chénier et Brigitte Paquette, ce couple qui s'est rencontré il y a plus de 25 ans. Puis là, on va parler des choses sérieuses là parce que oui, au début, on a parlé de ces étoiles, les papillons dans le ventre, mais la décision de se mettre en couple vient avec d'autres réflexions qu'on devrait avoir sur la maturité émotionnelle, aussi la compatibilité. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de ces éléments-là qui permettent d'avoir une relation solide. Au début, c'est l'incertitude. On se lance. C'est normal, l'incertitude. Ben oui. On se lance dans l'inconnu. C'est un univers en soi. Donc, on change notre univers pour l'adapter avec celui de quelqu'un d'autre. L'adapter. Puis, on ne sait pas si l'adaptation va bien aller. On ne sait pas si les planètes vont s'enligner. Les enfants viennent souvent mêler les cartes, surtout dans un contexte de famille reconstituée. Donc, ils viennent mêler les cartes dans un aspect d'avantage, mais d'un aspect de désavantage. Dans ces 3 semaines-là où j'ai rencontré Brigitte, elle est venue au bureau à quelques reprises pour le travail. Mon fils y était, mon jeune fils. Et c'était, par la force des choses, un genre de test de compatibilité. Tu parlais de compatibilité. Puis, fiston, ça n'a pas été très long qu'il a adopté Brigitte. Et là, on a tout de suite vu, mais Brigitte étant jouée, elle a joué avec lui, ils ont joué des fusils dans le bureau, là. Vraiment, le fiston était fou. Il est tombé en amour. Il était fou de Brigitte. Bon, ben, si fiston est fou de Brigitte, papa est fou de Brigitte, ça va bien, les choses vont bien aller. Mais le processus d'alignement des planètes, c'est ça, puis la compatibilité. Mais par la suite, on se met à réfléchir en adulte. Et on laisse les choses les plus... le côté malin chez nous, de voir les choses au plus noir, puis de dire, qu'est-ce qui se passerait si? Comment on va réagir si? Est-ce que Brigitte, c'est une personne qui est fidèle? Est-ce que c'est une personne qui est... Je la connais pas.
il se posait sûrement les mêmes questions à propos de moi, parce que là, on vient de franchir ce mur-là, cette étape-là de rapprochement intime. Là, maintenant, c'était de bâtir le couple. Et ça, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est là qu'on est rendu. Et toi, Brigitte, à cette époque-là, c'est quoi les questionnements que toi, tu avais? Parce que Marc vient de poser des questions comme est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce que c'est une personne fidèle? C'était quoi tes questions à toi? C'était les mêmes questions. Est-ce que ma fille va l'aimer? Est-ce qu'elle va être capable de grandir avec lui? Est-ce que moi, je vais être capable de m'adapter à ses enfants? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Ça fait peur. Tout fait peur. C'est à ce moment-là qu'on avait pris la décision de séparer à l'extérieur du couple les enfants. Ouais. Ça, c'est une belle décision. Souvent, les gens aujourd'hui nous diraient c'est pas ça qu'on fait. On inclut les enfants dans la. Oui, on les inclut, mais on n'est pas inclusif dans le construire de notre union. Ils sont pas, ils doivent pas en faire partie. Ils en font partie dans la vie de tous les jours, mais pas comme un prérequis essentiel. On avait déjà les éléments de base que les enfants pouvaient être compatibles. Les miens, compatibles avec Brigitte, et sa fille, compatible avec mes enfants. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Quand on voit les trois ensemble, personne ne penserait on a bâti quelque chose de très bien, dans le sens qu'ils se parlent, ils communiquent entre eux, ils sont complices, ils s'amusent. Aujourd'hui, on voit tellement de familles qui sont séparées à cause de différentes raisons. Nous, c'est un groupe uni, on ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est un événement. C'est un événement. Mais je transgressais, mais... Je pense que c'est un exemple que vous avez dû donner, parce que c'est vous qui, en tant que leader de la famille, c'est vous qui avez montré l'exemple, j'imagine. C'est pour ça que les enfants sont complices, ils ont cette intimité-là entre eux. Parce que si les parents n'étaient pas d'accord, je me dis, ça n'aurait pas fonctionné avec eux aussi non plus. Exact. Mais on a toujours utilisé la méthode, on divise le malheur par 2, puis on multiplie le bonheur par 2. Donc, s'il y avait un problème à la maison, la recette était qu'on s'assoit à la table puis on en discute ensemble. Peu importe avec qui on avait le challenge. Puis ça nous a tenu à aller énormément. Mais c'était beaucoup plus le fun quand on multipliait le bonheur, parce que là, c'était avec tout le monde. Et multiplier le bonheur, ça ressemblait à quoi dans votre maison? Une bonne nouvelle, tout le monde criait, tout le monde souriait. Un beau bulletin, un match de hockey gagné. Oui, vraiment, tout était excitant. On priorisait les bons coups, d'abord et avant tout, puis on comprenait les mauvais. Donc, on faisait comprendre les mauvais. Je pense que c'est important. On apprenait que c'est un processus d'apprentissage puis d'évolution. Mais c'était notre rôle de parents d'enseigner, de renseigner, d'informer, d'éduquer. Puis souvent, c'est les enfants, en vieillissant, qui nous éduquaient aussi. Parce que ça nous revenait. C'est quoi, selon vous, les astuces qu'il faudrait avoir pour faire face à cette phase-là de bâtir son couple? Parce que il y en a qui n'y arrivent pas parce que, voilà, on n'a pas le même langage, personne ne veut faire des compromis et tout ça. Donc, comment vous avez navigué cette période-là? Nous, c'est vraiment la communication. On n'a jamais laissé une histoire ou... un ragot. Le travail. Au début, le travail ne nous a pas aidés parce qu'on était en conflit d'intérêts. Le fait qu'on n'était pas du même avis. On n'a jamais laissé ça sans avoir une discussion, une communication, quelque chose qui rassure l'autre pour peu Est-ce que c'était une règle depuis la base? Oui. Oui, on devait communiquer. C'était le meilleur truc pour surpasser toute perception négative. Puis, en début de couple, c'est cet élément-là qui évolue rapidement. Il y en a qui passent, des hommes qui deviennent très jaloux. Je l'étais au départ. Moi, je disais à Brigitte, je suis jaloux. Je suis jaloux de toi. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vécu ça. Je suis jaloux. J'aime pas ça être jaloux. Puis là, il fallait que j'en discute avec elle pour dire, Puis en réalisant que finalement, ça pouvait arriver à toute personne de devenir jaloux, possessif. Mais c'était relié à l'incapacité de pouvoir s'associer au futur. On n'avait rien de bâti encore. Donc, il fallait poser les choses, puis dire, moi, j'aime pas ça quand tu as fait ça, j'aime pas ça quand tu t'es posé de cette façon-là devant telle personne. Là, tu deviens possessif.
Non, c'est pas moi, ça. Je me connais pas comme ça. Fait qu'en Mais communiquant. c'est ces éléments-là d'apprentissage qu'on doit vivre. Hein, puis En communiquant. en communiquant. Mais c'est Sans ça, être je pense, agressif, sans être... qui manque vous avez mentionné ça avant la pause tous les deux, la maturité émotionnelle, parce que là, Marc vient de le mentionner, je me suis rendu compte que j'étais jalouse, c'est quelque chose que je ne vivais pas auparavant, et je t'en parle. C'est pas une faiblesse de montrer comme ses émotions ou bien de partager qu'est-ce que je vis en ce moment à mon partenaire. Honnêtement, c'est une force. Oui. D'être capable de dire à l'autre, moi, je vis cette situation-là, ça me fait peur, puis j'aimerais ça qu'on trouve une solution ensemble. Il faut être fait fort. Il faut être Oui. fait très fort. Marc, peut-être que tu voudras ajouter quelque chose là-dessus. Ben, souvent, l'amour est aveugle, donc le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Ouais. Donc, et c'est souvent cet élément-là qui fait en sorte qu'on s'y perd dans le tourbillon de l'amour, on peut appeler ça comme ça. Mais il y avait tellement dans la mienne, puis dans ta vie aussi, tu étais à la croisée des chemins au niveau professionnel, tu allais quitter pour Montréal. Moi, j'étais en situation de fin de couple. On était les deux dans un processus de réorganisation de vie. Plus tard, c'est bizarre, on avait dit, on était à un restaurant à un moment donné, puis une dame approche Brigitte, puis dit tout simplement, ta mère qui est décédée me parle. OK. Puis elle te fait dire que c'est grâce à elle si vous vous êtes rencontrés, si vous êtes vus. On s'était toujours dit, il a fallu avoir une force énorme dans l'univers pour qu'on puisse être en mesure de se rencontrer, parce qu'il n'y avait rien, absolument rien, qui permettait de croire qu'un jour, nos chemins se seraient croisés. Ouais. Absolument rien. Puis même quand nos chemins se sont croisés, il n'y avait rien pour nous, là, vraiment pas, là, au niveau professionnel. Familial. Familial aussi. Nos familles nous ont pratiquement reniés. Brigitte, de son côté, est devenue seule, puis de mon côté aussi, Ça. nos familles Et respectives. je voulais en venir même à ça parce Ouais. que c'est un petit bout de votre histoire que vous m'avez partagé avant l'entrevue. Est-ce que je pense que vous allez répondre oui, mais la question c'est, est-ce que l'amour est capable de résister à toute forme d'épreuve? Je pense que oui, parce que vous venez de le mentionner, l'histoire avec vos parents, c'est un peu comme si vous étiez seul contre le monde entier. Tant Faut qu'on vraiment communique, être- tant qu'on en parle, Wow. tant qu'on... Les priorités, les mettre ensemble, puis il faut en jaser de ce qui se Ouais. passe. Que Puis ceux qui nous aiment nous d'être suivent. franc. C'est aussi simple que ça. Ouais. On n'aime pas, on s'aime pas pour les autres, on s'aime pour nous. Très bien dit. Donc, pour nous, c'était pas difficile à surmonter. Au début, oui. Au début, parce que là, on se posait des questions, si on prenait les bonnes décisions, on faisait les bonnes choses, puis à un moment donné, le sang-froid nous revient, puis on prend la part des choses. Puis on se dit, non, moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui est ma meilleure amie, ma plus grande confidente, la personne qui est capable de m'accepter tel que je suis, puis qui me permet de grandir. Je me souviens, ma tante qui était sur son lit d'hôpital, je lui ai présenté Brigitte, elle est morte 48 heures plus tard. Je lui ai présenté Brigitte, puis la première chose qu'elle m'a dit, tu es un homme maintenant. Tu me permets de voir avant ma mort un vrai homme. Wow. Alors, ça faisait quoi? On n'était même pas en couple encore. T'étais au bureau un soir, t'es venu me voir pour une question professionnelle, puis on a jasé, il était rendu 3 heures du matin. Oui. Puis en jasant de ma tante qui était sur son lit de mort, Brigitte me dit, viens, on va aller la voir. Fait que on est rentré à l'hôpital, on est allé la voir, il était 4 heures du matin. Puis l'infirmière nous a permis d'aller la voir. Puis voilà. Quelques temps plus tard. Donc, cette magie-là s'est perpétuée. C'est facile de dire qu'on peut aimer. C'est encore plus difficile de dire qu'on peut permettre à cet amour-là d'évoluer tous les jours. Tellement vrai. Tellement Alors vrai. là, c'est un travail de tous les jours. Puis il faut être franc avec soi-même pour pouvoir réussir ça. Je pense que ça a bien été. Hein? On fait un bon travail. Oui, c'est ça, parce que je me dis, être à même de pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on ressent à l'autre et puis que l'autre soit capable de nous rassurer, peu importe le contexte, on peut parler de jalousie, on peut parler d'insécurité par rapport à, je ne sais pas, une situation qui peut se présenter dans le couple, mais le fait de pouvoir mettre les mots dessus, ça aide. C'est la franchise par rapport à soi-même. C'est ça. La capacité de pouvoir avouer ses défauts, parce que tôt ou tard, l'autre va les voir. Il va le découvrir, oui. Donc, il faut en parler immédiatement. Il faut
Des fois, on n'a aucune espèce d'idée comment se le dire. Ça arrive. En évoluant, il y a des soirs où on avait des grandes discussions, puis à un moment donné, bon, il faut que je te dise ça, je comprends pas, voici comment je vois les choses. Puis il y a un processus d'apprentissage en échangeant avec l'autre, parce que là, tu réalises que, ben, finalement, souvent tu disais, Brigitte, on bouge toutes les deux. Toi, tu danses, moi, je bouge. Oui. C'est juste une question. On se dit la même chose de manière différente. Puis si on peut laisser tomber nos perceptions, on va être en mesure de mieux communiquer puis mieux décortiquer le problème, mieux le voir. Puis en discutant comme ça, c'est arrivé tellement souvent. Puis c'est souvent généré par des problèmes qu'on vit dans la vie de tous les jours, soit au travail, soit au niveau professionnel, ou ça peut être avec les enfants. Ça peut être tout simplement en rencontrant quelqu'un qui nous a klaxonné dans la rue puis qui nous a emmerdés ou... la vie de tous les jours, à un moment donné, nous rattrape. Je me souviens que je disais à Brigitte, quand on était plus jeune, hein, on vieillit, puis en vieillissant, les choses changent. On voit la vie toujours de la même façon, mais toujours de plus en plus vite. Et on voit le temps passer. Et on voit ce qui va nous manquer à un moment donné. On voit qu'il y a une fin. Ça nous aide à bâtir encore davantage. À solidifier les choses. Ouais. Ouais, on voit tous les deux qu'on vieillit. puis on se dit, bon, on voit les gens autour de nous hein, qui nous quittent, la famille et tout. Puis là, on se dit, ben, il faut profiter maintenant. Il faut profiter maintenant. Ça, c'est en tout cas profiter de chaque instant de cet amour. Je vais regarder avec moi, on va partir à notre prochaine pause. Puis après la pause, les gens ont pu le remarquer, vous n'avez pas le même nom de famille parce que vous n'avez pas pu vous marier à date parce qu'il s'est passé bien des choses qui vont nous faire rire. J'espère en tout cas, parce que j'en ai ri. On en reparle juste après la pause. Je vous garde avec moi, vous regardez Au-delà des frontières de l'amour et de l'union. De retour à Au-delà des frontières de l'amour et de l'union, toujours avec moi, mes invités, le couple Brigitte Paquette et Marc Chénier. Et là, on va rire un peu, je pense, parce que ce que j'ai compris de votre histoire d'amour, vous avez essayé de vous marier à 3 reprises et ça n'a pas fonctionné. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va aller avec la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'il me demandait en mariage, il était encore marié parce que le processus n'était pas terminé. C'est long souvent, oui. Oui, donc ça a pris quelques années avant que ça se règle. OK. Donc, je lui ai dit oui, mais il faut que ce processus-là soit terminé avant. OK. Là, c'était avec une raison claire. Là, on le comprend. Oui. Oui, 3 ans ont passé, 2 entreprises différentes, le travail, la vie de tous les jours, les enfants, la garde partagée. La vie a suivi son cours normal, puis finalement, c'est passé aux oubliettes un petit peu. Puis après 6 ou 8 ans, parce que là, les enfants vieillissent, puis ils se disent, mais pourquoi vous n'êtes pas mariés? C'est pas normal. Mais je pense qu'ils voyaient aussi qu'on était un couple uni, on était un beau couple, puis pour eux, c'était l'union. Le mariage, c'était le point culminant. Donc, la deuxième fois, c'était 8 ans plus tard, Brigitte a décidé un matin. Elle a décidé. Oui, j'ai décidé d'aller au palais de justice. Parce que là, Marc était officiellement divorcé. Oui. Donc, je me rends au palais de justice pour avoir les informations, comment ça fonctionne. Parce que moi, j'ai jamais été mariée. OK. Puis là, j'ai toute la documentation. Elle m'a dit, ben oui, mais votre conjoint n'est pas là. Je dis, ben non. C'est une surprise. Je ne comprenais pas que c'était une surprise. Mais là, il me dit... Mais t'étais vraiment sérieuse quand ben oui, parce que je ne connaissais pas le processus du tout. Puis là, il me dit, mais votre conjoint, il est divorcé? Je dis, ben oui, c'est pour ça que je suis ici. Oui, c'est question stupide, quand même. Mais il dit, il y a une formation à prendre. Ah. What? OK. Là, par exemple, j'apprends quelque chose. Ouais. Là, je n'étais pas prête à une formation parce que là, ça durait des mois et des mois. Ah, puis il fallait y aller quelques heures par semaine, puis donner un compte-rendu. Oh, OK. Ouais, en 2009, là, à ce moment-là, c'était... Ouais. C'était inhabituel. Mais pour Brigitte, c'était tout à fait normal parce qu'on parlait de mariage régulièrement, puis c'était juste l'opportunité qui n'y était pas.
Puis Mais souvent... nous, le papier n'a jamais été le mariage. Ouais. C'était nous. C'est Nous, ça, on est ouais, le mariage. ouais, Mais ouais. ça semblait compliqué. Ça semblait compliqué. Est-ce que quand, pour la deuxième tentative, tu as appris qu'est-ce que la démarche que Brigitte avait faite, ça t'a fait rire? Ben oui. Tu sais pas que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Non, puis là, elle me raconte tout ça. Moi, je suis mort de rire. Ça marche, ça fonctionnera jamais. Parce que Marc, côté légal, il est beaucoup plus connaissant. Lui, il aurait voulu faire la surprise, ça aurait peut-être fonctionné parce qu'il savait où passer. Moi, j'avais aucune idée. Mais plus tard, côté travail, je suis devenu greffier municipal. Puis j'avais le pouvoir de marier les gens. Donc, j'ai dit à Brigitte, c'est réglé, j'ai le pouvoir maintenant, mais je t'en confie une été. Je peux pas t'aider. Voilà. Alors, on a une nouvelle fois laissé tomber, mais la troisième fois, Combien d'années plus tard? la troisième, ça a été en 2020. 22 ans plus en tard. mars 2020. OK. Donc, on est au début mars 2020, c'est la pandémie qui commence. La peur de voyager, donc on se dit au début mars, là, on se dit... Mais on ne savait pas pour la pandémie encore. On ne savait pas. Donc, quand on a organisé le voyage, c'était en décembre 2019. OK. Donc, 9 ans plus tard, 10 ans plus tard. OK. On s'est dit, bon, ben maintenant, C'est le moment. c'est le moment. On se rend à Vegas. On a gagné un voyage. On a gagné un voyage, oui. à Vegas. On a gagné un voyage à Vegas. Donc, on a acheté nos billets d'avion et tout, puis on a Extensionné. pris une extension de voyage. On est resté plus longtemps. On planifiait aller au Nevada, le Grand Canyon, Utah, Se marier à Las Los Vegas. Angeles, etc. Et se marier à Vegas. Puis annoncer aux enfants, au retour à Hey, l'été, regardez, on est l'été mariés. suivant, « Oh, by the way, on est mariés. » Puis on fait la fête. Mais finalement, les choses ne sont pas passées comme ça. Donc, on s'est dit, bon, nous, notre billet d'avion est annulé, la pandémie frappe. Ça, c'est pas drôle, par exemple. Tout tombe à l'eau. Puis nous, on se dit tout simplement, Après 3 fois, le fermer le monde, là, Le monde c'est s'est vraiment un arrêté. signe. Donc, On n'est pas supposé d'être mariés, Ouais. mais notre union est bonne. voilà. Voilà. Donc, on parlait d'alignement de planètes. L'univers ne veut pas qu'on se marie, tout simplement. Donc, mais nous, on veut quand même. Ça va finir par se produire un de ces jours. Le moment opportun. Les enfants disent souvent, maintenant ils sont tous adultes, les enfants disent souvent, c'est nous qui allons vous marier. C'est fou comment les histoires d'amour peuvent être différentes, mais être aussi exceptionnelles, uniques, chacune l'une de l'autre. Parce que vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez, je dirais, je peux me permettre, mieux votre union que certaines personnes qui sont mariées. Parce que je pense que le Mais mariage... marié ou non, c'est la même chose. C'est ça. C'est le respect, la communication, c'est prendre soin de l'autre, accepter qu'on prenne soin de l'autre, soi, ouais. de soi, oui. C'est la même chose, c'est la même relation. C'est juste un bout de papier qui est différent. Ouais, c'est un contrat spirituel, on va l'appeler comme ça. Ouais. C'est pas nécessairement la symbiose de deux êtres humains qui sont capables de se respecter eux-mêmes puis de s'aimer. D'abord et avant tout. Puis par la suite, d'aimer l'autre. Je pense qu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est ce qu'on donne le meilleur de soi à l'autre. Puis pour le faire, on doit se connaître, Ah, c'est ça. de fond en comble. Mais l'autre, en même temps, en retour, nous permet de nous connaître davantage. Donc, c'est un juste retour des choses, puis c'est un équilibre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc, c'est des lois de l'univers qu'on est tous en mesure de connaître. Et je pense que dans le contexte de l'union, c'est ça. Et si on solidifie l'union par la nature contractuelle d'un point de vue légal, c'est une chose. D'un point de vue religieux, c'en est une autre. Mais si on se fie sur cette signature-là de contrat, Pour définir comme un qui- engagement ouais, contractuel que tu dois respecter, puis dans 48 mois, ça tombe, c'est pas nous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, votre conseil, ce serait d'apprendre à, puis Marc, tu viens de le dire, à se connaître déjà soi-même avant de se mettre en couple, et puis de pouvoir être capable de pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on ressent à l'autre. L'évolution peut se faire avec l'autre aussi. Oui, Parce qu'on ne se connaît pas toujours à 100 C'est vrai. il faut être Puis ouvert. à tous les jours, on évolue, donc on va changer. Nous, on a changé pendant les 25 dernières années, mais on a changé ensemble. On a évolué ensemble. Fait qu'il faut juste apprendre à se donner une chance, puis de communiquer, d'être capable de parler avec l'autre, puis dire les craintes, les joies, les peines, d'en parler pour être capable de... Et le respect. Oui, ça.
ça. l'élément fondamental de pouvoir bien communiquer, c'est de se respecter. Parlant de respect, Brigitte, j'ai envie de te poser la question de savoir, je sais que Marc est autant occupé que toi aussi, chacun a ses affaires à côté. Comment tu arrives à te trouver une place, ou peut-être qu'il te l'a fait, mais comment tu arrives à trouver ta place dans son monde et lui aussi dans le monde de Brigitte? Comment vous faites ça? En fait... En dehors du couple, quand on parle de vie professionnelle et tout ça. Comme on a mentionné, on partage beaucoup. Donc, si Marc a un événement quelque part, je vais être capable de me libérer pour aller le supporter. Il va faire la même chose de mon côté. On a des choses qu'on fait séparées. Mais c'est vraiment juste la communication, à mon avis. Parce qu'on se supporte l'un et l'autre, puis on est capable de voir l'agenda de l'autre, puis de voir comment on peut les aider à évoluer dans ce qu'ils vivent au moment où ils vivent. Et si tu me permets, Marc, j'ai envie de poser la question à Brigitte de savoir, souvent ça peut arriver que ton conjoint embarque dans une voie que tu as le feeling que c'est pas la bonne affaire à faire, mais il a envie de le faire. Ça peut être la dame aussi, vice-versa. Comment on fait pour donner son opinion sans pour autant materner ou bien comme être le maître de l'autre, comme je veux que tu fasses comme ça parce que je pense que tu es en train de partir dans le champ? J'ai jamais été maternelle avec Marc pour dire je veux pas que tu fasses ça ou des choses comme ça. Mais je pense que si je lui donne mon opinion de comment moi je vois son tableau, on est capable de se rasseoir puis d'analyser chacun de notre côté. Puis là, on va revenir quelques jours plus tard pour dire ah, sais-tu, j'avais pas vu ton point de vue. Maintenant, je comprends plus puis je vois ça différemment. D'accord. OK. Faut prendre de la patience et puis trouver les bons mots, je dirais, pour en parler. Ouais, oui. Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, surtout au niveau professionnel, la vie d'aujourd'hui fait en sorte que les choses évoluent tellement vite. Qu'à un moment donné, on peut s'y perdre rapidement. On avait chacun des carrières professionnelles qui variaient d'un côté comme de l'autre, mais on a toujours priorisé le nous avant tout le reste. Donc, si à un moment donné, on se disait souvent, vivre dans une maison dans le fond des bois pendant 1 an, pas de câble, pas de télévision, pas d'Internet, rien. Une bonne désintoxication. On l'a fait. Vous l'avez fait? On l'a fait. Les enfants en parlent encore aujourd'hui comme étant la plus belle année qu'ils ont vécue. Moi, à l'époque, je travaillais en immeuble, puis je visitais des maisons, puis je regardais les nouvelles à la télé. Parce qu'on n'avait pas de télé à la maison. On avait une télé, mais à l'époque, c'était les vidéos seulement. C'était un peu notre année pour apprendre sérieusement à se connaître et à travailler ensemble en équipe avec la famille. Alors, toute la famille était comme dans cette maison-là, éloignée, tout ça? Oui. Mais tout le monde avait ses responsabilités. Tout le monde allait à l'école, tout le monde avait son travail. Mais à la maison, tout le monde avait un travail. Tout le monde participait à faire à manger, tout le monde participait à nettoyer. Les jeux se faisaient ensemble, on les choisissait ensemble, que ce soit intérieur ou extérieur. On a créé une superbe complicité. Ils avaient des parents disponibles. On était là pour eux. Oui. Ils étaient là pour nous. On bâtissait nos vies ensemble, puis on refaisait le monde à ce moment-là. Puis on était bien. Puis on pense souvent à ça. Encore aujourd'hui, on peut se tourner sur un dixaine, comme on dit. On peut demain matin partir à l'aventure puis faire autre chose. Parce qu'on a juste une vie à vivre. C'est tout. Ouais. Il faut en profiter au maximum. Vous avez parlé de ça dans le segment avant la pause, c'est comment vous aviez décidé tous les deux d'avoir votre couple et d'avoir les enfants qui étaient autour de votre couple. Comment on fait pour garder, je vais dire, notre couple solide quand on a les enfants? Bon, oui, si vous, c'était une famille recomposée, mais j'imagine un peu les personnes qui viennent d'accueillir un nouveau bébé. Ça change carrément la dynamique du couple. Comment? Donc, comment on arrive à tirer notre épingle? On s'en parle. Oui. Parce qu'évidemment... Tout revient à la communication. Oui. Évidemment, ma fille, elle venait me voir moi pour une question. Au début, c'est difficile de dire « faut que j'en parle parce que je ne suis pas certaine de nos plans ». Mais eux sont très bons à faire ça. Oui. Tu le moyen négocier. Marc disait toujours oui. Puis que ce soit... Nous, c'était une famille reconstituée, mais reconstituée ou non, les enfants, c'est des champions, là. Fait que si les parents
Ils s'entendent pas pour dire, OK, on va choisir ensemble, puis on va jaser ensemble la situation avant de donner une réponse. Les enfants vont prendre le dessus, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Oui. Ensemble. Communication, on en a parlé beaucoup là. Pour vous, ça représente quoi la communication? La base fondamentale du succès d'un couple. Je pense que c'est... Dans communication, j'aimerais avoir les caractéristiques de votre communication, par exemple. Oui, bien, notre communication, c'est toujours... C'est la communication dans le rire, dans l'absurdité. On peut commencer un sujet en riant du sujet, mais un sujet très sérieux, mais on en rit au début, puis là, on passe aux choses sérieuses. Ça peut varier selon selon le processus d'apprentissage. Souvent, c'est en dansant. Oui. Que vous communiquez. Ben oui. Oui. Un sujet difficile, il faut commencer par danser. Bon conseil. Ça sort plus facilement. OK, ça c'est un bon conseil que je pense qu'ils vont garder. Et ne pas le faire dans la voiture. Non, non. Dans la voiture, Brigitte, ça devient... Parfois, la conversation n'arrête pas. Puis il y a d'autres moments, ça devient un silence extrême. Et puis, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Oh, c'est lourd, puis là, ça. tout à coup, Brigitte, après une dizaine de minutes, me dit « Bon, t'es gêné, là? Tu me parles plus? » La communication, c'est toujours... Ça commence par la danse, par l'humour, par la capacité de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Il y a des journées qui sont, tu n'as pas envie de parler, c'est tout. Ouais. On n'est pas fiers de soi, on est pour des raisons multiples, puis on se dit ça va pas. C'est arrivé vendredi passé d'ailleurs. Je suis arrivé à la maison, j'étais enragé. Pas après Brigitte, mais il y a trop de choses qui ne fonctionnaient pas à ma manière. Je devais le partager. Ça a sorti avec passion et de manière très enragée. Et ça aide. Elle m'a écouté. Elle est partie. Je te rejoins à 5 heures en bas, avec un drink. Oui, c'est bon, il est à peu près 4h10. J'ai eu le temps de me calmer pendant les 50 minutes qui ont suivi. Puis, on a fait la fête après. C'est tout. On viendra à l'école de la douceur de Brigitte. Mais après il me l'a garoché, puis après ça, il a pu se calmer, mais pour manger, c'était notre heure de souper, évidemment. Là, on a pu jaser pour voir qu'est-ce qui l'a enragé vraiment, comment il l'a vécu, qu'est-ce qui l'a fait évoluer. Les points de pression, oui. Oui. OK. Bon, ça, c'est une très Donc, bonne... la réussite d'un couple, vraiment, c'est la communication et le respect de soi. Ouais. Je pense que ça, c'est les éléments. Et les clés de communication, il y en a tellement. On les a pas inventées, mais il y en a pour d'autres, il y en a d'autres. On s'est servi à une certaine époque, même encore aujourd'hui, on se sert d'un tempérament d'un des enfants par rapport à l'autre, puis on génère une discussion, si c'est évidemment pas une discussion trop personnelle, mais ça arrive. Hein, les enfants viennent nous voir et nous disent, vous êtes un modèle pour nous. Comme, un peu les mêmes questions que tu nous as posées, c'est-à-dire, comment voyez-vous ça? Comment on peut élaborer ça? On leur dit souvent, quand la magie s'opère, vous n'allez pas la manquer, vous allez voir. Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert. En tout cas, la magie a opéré avec vous là, durant 25 ans. Je vais vous garder. On va faire notre dernière pause. Et quand on revient, peut-être que vous allez prendre le temps de vous dire des petits mots d'amour. On verra bien. Vous regardez Au-delà des frontières de l'amour et de l'union. De retour à Au-delà des frontières de l'amour et de l'union, c'est notre dernier segment avant la fin de cette émission spéciale avec le couple Marc Chénier et Brigitte Paquette. Là, on veut rentrer dans vos plus beaux souvenirs en 25 ans. Je sais que chacun d'entre vous en a et ça serait difficile même d'en choisir sur moi. Brigitte, est-ce que tu veux commencer? Oui, on en a beaucoup. On en a vraiment beaucoup. Mais je pense que je vais aller avec un précis qui était notre premier voyage. Notre premier voyage au Mexique. Comme dans les premières années de votre rencontre? Il y a 25 ans. Les 3 premières semaines. Oui! Évidemment, on ne se connaît pas. On va, Marc, il propose une excursion, puis on y va. Puis il ne me connaît pas. On est dans une vieille autobus. Il y a 25 ans, c'était les autobus orange au Mexique. Là. Puis il y avait la bière sur les bancs, puis c'était comme ça que ça fonctionnait. Et puis à un moment donné, l'autobus arrête. Puis moi, je n'étais pas concentrée à où est-ce qu'on était rendu, parce qu'on jasait. Tout le monde débarque. Marc débarque. Fait que là, je suis un peu la foule. Puis là, tout le monde part en courant, puis tombe dans le trou.
C'est quoi ça? On a sauté dans le cénoté. Oui. Au Mexique, mais c'était très haut. Marc ne me connaît pas, mais moi, j'ai peur de l'eau. Mais évidemment, tout le monde est trempé. Il me l'a pas dit. Tout le monde est trempé parce qu'il faisait chaud. Oui. Fait qu'eux sont contents de s'en aller dans le cénoté parce que c'est frais. Oui. Puis là, je suis un peu sur la panique parce que moi, je les regarde en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Pas capable. Mais là, je vois le géo. L'escalier, dans les marches, on la voyait pas. Je garde donc, je vais le suivre. Ils m'ont tous donné un équipement, là. Tout le monde était après moi, là. Un équipement, je suis OK, là, je descends l'escalier. Oui. Puis là, j'arrive sur... Puis là, c'est une belle roche au Mexique, on voit à travers l'eau, c'est incroyable. Puis là, je décide, j'y vais quand même. Fait que je m'installe sur cette petite roche-là, puis là, je glisse un petit peu, puis là, j'ai mon masque, je me mets le visage dans l'eau. Puis là, en dessous, la lumière s'allume. Je vois tous ces poissons-là, les tortues. Là, j'ai eu peur. La panique, j'étais tellement surprise. Là, je me sors la tête, puis là, j'essaie de remonter sa roche. Mais la roche, elle glisse. Là, je suis plus capable de monter. Puis là, je commence à paniquer un petit peu parce que moi, j'ai peur de l'eau pour mourir. Oui. Alors, Marc, il fait juste me pousser un petit peu. Là, j'ai pu... Mais une chance qu'il me regardait. Là, j'ai monté sa roche, il me regarde. Tu sais pas nager? On est dans un cénoté, tu sais pas nager? J'ai dit non. Mais si je l'aurais pas fait, j'aurais manqué cette belle occasion-là. Oui, parce que maintenant, c'est mon sport préféré en vacances, c'est le snorkeling. Mais il me tient la main encore aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça fait bizarre. Est-ce que tu t'es moqué d'elle, Marc? Non. Pas cette fois-là. Non. Mais plus tard, oui. Oui, les fois d'après. Mais celle-là, pas cette fois-là, non. On se connaissait pas ensemble. J'étais très sérieux. D'ailleurs, ça a été cool parce que là, je sentais que j'étais la personne, son prince charmant, qui pouvait la protéger. Donc, j'avais... I was empowered. J'ai pas l'expression française. J'étais en pouvoir. C'est ça. Alors, et toi, est-ce que tu peux nous partager un souvenir qui c'est un peu semblable. Brigitte, c'est toujours... elle a appris avec les années à nager quelque peu. Mm-hmm. On a un bateau aujourd'hui, puis elle adore faire du bateau, mais c'est toujours pas nager. Ça va venir, ça va venir. Elle a toujours peur de l'eau, mais elle aime se baigner. Donc, sa philosophie a complètement changé, mais c'est de voir ce changement-là s'opérer. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, on est en sud encore une autre fois, on décide d'aller en plongée sous-marine. On fait un voyage de plongée. Wow. Donc, on doit se pratiquer la veille dans une piscine. Donc, moi, c'est rien. Moi, je suis un poisson. Je suis une grosse baleine dans l'eau. C'est pas un problème. Mais Brigitte, on savait que c'était peut-être un problème d'apprendre à respirer. Et puis, finalement, dans la piscine, après dur labeur, ça a bien été. Le lendemain, on part. On arrive au large, puis on se retrouve à l'eau. Donc, on est à peu près à 8 mètres de profondeur. Puis là, moi, je m'amuse, la tête à l'envers. Je prends une banane. Je me souviens, je prends ma banane, j'ouvre la banane et les poissons, des milliers de poissons viennent... manger la banane. Je tournais sur moi-même, donc c'est des milliers de poissons en vrille autour de moi qui me suivaient. Puis j'ai vu tout ça. Et à un moment donné, je vois dans son masque, il y a de l'eau. Là, je dis... Fais juste enlever l'eau, c'est tout. Tu respires, tu as appris le truc. Puis elle me fait ça de même. Puis finalement, elle bougeait pas. Elle était sous l'eau, puis elle bougeait pas comme ça. Là. Elle était figée. Finalement, en sortant, là, je vois encore son masque qui est plein d'eau. C'était de l'eau qui rentrait. Elle dit non, je pleurais. Elle t'a pleuré beaucoup. Pourquoi tu pleurais? Est-ce que c'était... J'ai peur de l'eau. T'as pas vu la profondeur? Le soleil était grandement. Oh my God! Mais je l'ai fait, j'ai réussi. Oui. Fait que depuis, on se dit toujours, on va faire de la plongée. Non. Non. Puis pourtant, à la maison, le quai, c'est le quai, on est à la rivière, donc combien de fois tu es allé sous l'eau parce qu'on échappait un outil et tu partais... donc, c'est cette beauté-là. La capacité de pouvoir surmonter ses propres peurs. Faire ressortir chez l'autre tellement de splendeur. De splendeur, donc, en tout cas, des anecdotes qui sont très, très drôles, mais qui basaient tous sur Brigitte. Ah oui. Ça, l'humour aussi. Ça, on l'a ri. Ou se retrouver dans le mauvais bateau. On se retrouve aussi.
Donc, on était avec des plongeurs, on était avec une gang. C'est le même endroit, la même journée. Il y a un bateau qui part, ils sont à peu près une cinquantaine. Puis nous, on est avec 6 ou 8 plongeurs. Puis on se regarde. Puis, ils sont en train de préparer leur équipement. Nous, on fait pareil. À un moment donné, l'instructeur dit « T'as fait combien d'heures, toi? » Là, chacun dit 8000 trucs, 600 ou peu importe. Là, il arrive à moi. 0. Je regarde Brigitte, je ne sais pas nager. Le bateau est retourné rapidement. On est allé rejoindre l'autre bateau. Oh mon Dieu, j'ai les larmes qui coulent. Vous avez des histoires cocasses, je pense que c'est tout ça qui solidifie le couple. Oui. Oh mon Dieu. Oh là là, il va nous rester 3 minutes si on continue, on va pas arrêter cette on va pas arrêter l'émission. Alors Marc, j'ai envie de te demander, après toutes ces expériences-là avec l'eau, avec Brigitte, ton amour pour elle et tout ça, est-ce que tu aurais deux qualificatifs qui définiraient Brigitte pour toi aujourd'hui? C'est un amour incommensurable. Oh. Hein? Ça n'a jamais changé. À l'époque, j'avais l'habitude de lui dire que je t'aime incommensurablement. Oh, donc, ça n'a jamais changé. L'univers ne sera jamais assez grand pour nous. Ouais. Je pense qu'on l'occupe bien. On a créé notre propre univers aussi avec le temps. Les intempéries de notre vie nous ont permis de nous rendre plus forts, de mieux se comprendre, puis de mieux faire face à la vie. À la vie. Dans les bons côtés et les mauvais. Je pense que... Amour, pas se prendre au sérieux. Pas se prendre au sérieux. Ben, je l'ai vu là tout C'est pas important. C'est vraiment pas important. Il va nous rester 1 minute 30. Et toi, Brigitte, qu'est-ce qui définirait Marc pour toi aujourd'hui, après 25 ans? C'est l'homme de ma vie. Oh. Ça l'a toujours été. Oh. Ah oui, ça... Je le sais. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous voulez chacun prendre la parole. On va clore. Il nous reste 1 minute. Vraiment, en ce moment-là, quel serait le seul conseil que vous donneriez à des couples qui veulent vivre une histoire d'amour pareille que la vôtre? Moi, je pense que le plus beau conseil, ce serait qu'ils se fassent confiance puis qu'ils s'assoient pour communiquer ensemble. Ensemble. C'est vraiment... Nous, ça a été la clé. Ça l'est encore aujourd'hui. Faut s'en parler. Oui. C'est comme Charles Trenet, je pense. On n'oublie jamais un matin de tendresse. Et chaque matin, c'est une... Nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. C'est tellement plaisant. Donc, c'est... Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été un excellent moment là. Quoi de mieux pour terminer, je veux dire, cette série d'Au-delà des frontières là. Franchement, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi à la maison, j'espère que vous avez pris des notes par-dessus tout. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut beaucoup de communication et de la vraie communication. Pas communiquer pour faire passer ses points de vue, mais communiquer pour grandir ensemble parce que c'est ça qui nous a montré. Et puis, comme Brigitte l'a dit, ne pas se prendre au sérieux parce que là, vous avez vu mes larmes, là, ça fait trop d'anecdotes intéressantes et je vous souhaite à vous aussi, amoureux, de créer des anecdotes qui vont vous resserrer vos liens et puis vous garder longtemps ensemble, longtemps. On se voit une prochaine fois. Bye bye.